tac, mes déletés, un quart de livre avec pas mal. Fou! Jason goes to hell. Chers clients, bienvenue au Super Club Vidéo Gore, déjà le 6e épisode. Je suis votre commis Steve. Est-ce que tu t'es trompé? Je suis votre commis Steve. Je suis votre commis Stéphane et j'ai nommé... Je suis Steve et cette semaine, encore, on a un épisode incroyable. Ah, phénoménal. D'ailleurs, vous remarquerez que notre gérant a demandé de commencer à décorer tranquillement. On est en décembre, Steve, hein? C'est le mois de Noël. C'est un mois qui se marie bien avec l'horreur, étrangement. On dirait que les gens sont en deuil de l'Halloween en octobre, puis ils projettent leur horreur sur le mois de Santa Claus. Mais il y a beaucoup de films d'horreur qui se passent. Hein? Mais en fait, toutes les thématiques se prêtent très bien à l'horreur. Puis c'est vrai que le mois de novembre est tellement déprimant que là, le 1er décembre arrive, t'es comme « Yes! » On va commencer à regarder des films d'horreur. Ouais. On va dire des films d'horreur. Des films de Noël. Ah, des films de Noël. Des films de Noël. C'est normal que tu dises horreur, Steve, parce que le club vidéo ici, en grande partie, c'est des films d'horreur, mais on a de tout quand même. Hein? Cette semaine, justement, on reçoit la visite d'un client. Oui, bien la semaine dernière, Anouk Wissel est venue nous parler de Wake Up. Dans le backstore, en plus. Effectivement. Et là, encore dans le backstore, on va avoir François Simard, un des 3 de RKSS du trio infernal, qui va venir nous parler de We Are Zombie. Très cool. On va aussi avoir Christophe et son acolyte Serge de Terreur sur le pod qui vont nous parler de l'année de l'horreur 1983. Ouh, 1983. Ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va avoir, de quoi qu'ils vont parler, parce que 1983, je sais pas, il n'y a rien qui me vient à l'idée pour l'instant. À part Thriller, pas grand-chose, effectivement. J'espère qu'ils vont parler de Thriller quand même. Ça a sorti en 83. Yeah, c'est pas trop. Moi, je me suis fait imposer un nouveau film en série. OK, là, un nouveau film en série, une nouvelle série de films, parce que j'avais fini Les Mimiques. Heureusement là, pour toi, d'ailleurs, t'as pas eu trop de fun avec ça, je pense. Non, et là, Stéphane m'a appelé en disant « Steve, je veux que tu regardes la série de I Know What You Did Last Summer. J'essaie de me faire convaincre, parce que je le répète souvent, les années 90, c'est pas ma décennie préférée d'horreur. Puis I Know What You Did Last Summer, là, c'est arrivé fin 90, puis il me semble que j'avais eu un bon moment avec ça. Et moi, dans le cadre de Regarde-moi ça, j'avais regardé un film d'horreur thématique Noël qui s'appelle Rare Exports. Tout ça grâce à Anorak Brewpub, notre... Hey, c'est qui a chié dans la toilette des clients encore? Il y avait une anaconda grande même. Il a fallu que je flush la toilette comme 11 fois. Le monde nous prend pour des clowns, là, Colin. On n'est pas dans un bar de danseuses crasse ici, là. On est dans un club vidéo. Puis pas seulement un club vidéo, le dernier club vidéo. Et si on veut pas fermer comme les autres, il faut qu'on opère. Allez chercher les arrivages. Avant d'aller chercher les arrivages, j'aimerais m'excuser aux gérants puis aux clients. J'ai mangé des bananes puis des pommes. Puis ça fait des belles crottes lisses. Ça les enveloppe, ça a de l'air. Puis... Et voilà. Qu'est-ce qu'on a cette semaine comme... Oh! Qu'est-ce qu'on a commandé? Écoute, est-ce que tu commences? Vas-y donc. Ah oui, je commence. Tiger Claw, 1 à 3. Très belle release de Vinegar Syndrome. Tiger Claw avec... Avec qui? Je me rappelle plus. Écoute, Tiger... Bolo Young? Bolo Young. Bolo Young. Bravo. De Bloodsport. Oui. Hein, on s'entend. Oui, c'est ça. Et écoute, je me rappelle jamais le nom de cette actrice-là. Ah, c'est la fille, celle qui a les cheveux. Voilà, c'est ça. Fait que ça, très hâte, une belle trilogie. Tous les releases de Vinegar Syndrome, même si le film est terrible, j'ai aucune idée d'ailleurs parce que j'ai jamais vu Tiger Claws, tu as vraiment envie de le regarder. J'imagine que nos amis de Action 90 puis l'apôtre de Dudikoff, ben non, il n'y a pas de Michael Dudikoff là-dedans, donc l'apôtre serait pas content. Je crois. Effectivement. Ensuite, on a d'autres. Attends, je vais y aller, Steve. tu vas y aller? Ok, ouais, moi, il y a je quelque touche chose pas. qui me tente beaucoup. C'est pour nos clients quand même, mais la semaine passée, j'ai parlé
que Gremlins était un film de Noël. Puis on a ici les Gremlins dans une boule de Noël. Un globe de Noël, en fait. On va le shaker un petit peu. Regarde, là, des beaux petits flocons en amiante. Pogner le cancer avec l'amiante. Les Gremlins qui chantent à la porte. Tu te souviens de la scène? Tellement une scène, le fun, regarde. Ouais, iconique vraiment. Mais ça, c'est le fun. Tu sais, on a quand même des petits à côté là, qu'on peut vendre à nos clients, pas juste des films. Non, mais attends, on va le laisser en évidence. On peut faire ça, t'as raison. Ben oui, il va nous accompagner. Et dernière des choses qu'on a reçues, c'est... Oh boy! Jaws. Ben, Jaws 2, 3, 4. Ah, OK, ouais. Fait que t'as Jaws la revanche là-dedans. Ben ça, c'est le 4e, Un Jaws des la pires revanche. films de l'histoire du cinéma, ça. Je ne crois pas que j'ai jamais... Je crois que Je ne crois pas que c'est un des pires films. Je pense que j'ai jamais vu Jaws 2, 3 et 4. Je pense que le 2 est correct. J'ai pas de souvenir du 3. Le 4 est infect. C'est aussi méchant qu'une tarte aux betteraves. C'est vraiment pas bon. Là. Ça, c'est dégueulasse. Ouais. Tu as déjà goûté en plus, toi? Ouais, ça serait pour une autre anecdote. Donc, écoute, ben bon, tu mettras ça dans une Il y a tablette. une autre affaire que je viens de voir. Oh. Tu te souviens, la semaine passée, on a un client qui nous a laissé un message sur le répondeur très, très rébarbatif disant que il n'y a pas de gore ici. Mais c'est faux. Il y a des livres qui s'appellent Gore. Hein? Gore, Dune sanglante, avec un... Oh shit, j'avais pas vu la pochette par contre. Pas la pochette, mais la page couverture du livre. Il y a un genre de cadavre coupé avec... On voit-tu sa graine? En tout cas, je vous laisse être les juges de ça, parce que moi, je vois pas très bien. Mais on a des livres, on a quelques livres pour les gens qui aiment la lecture au Super Club Vidéo Gore quand même. Oui. Fait qu'on va aller voir Daniel, là, par exemple, mon petit Stéphane. Salut tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui en ce 8 décembre, il y a un total de 11 films qui sont sortis, dont voici le très peu de highlights parmi ceux-ci. Premièrement, en 1987, on a Prison, qui est un film d'horreur surnaturel qui se passe dans, vous l'aurez deviné, une prison. C'est réalisé par Rennie Harlin, ça m'en vedette Viggo Mortensen, puis Kane Hodder, le Jason de Friday 7 jusqu'à Jason X. C'est produit par Empire Pictures, la compagnie de Charles Band à l'époque, avant Full Moon Features. Je l'ai jamais vu, puis je veux vraiment le voir, mais malheureusement, le Blu-ray que Scream Factory ont sorti en 2013, ben, il est aujourd'hui out of print, puis il est pas achetable. Je suis vraiment curieux de le voir parce que c'est grâce à ce film-là que Rennie Harlin a été approché pour réaliser Nightmare on Elm Street 4. Fait que ça doit pas être si pire que ça. Ensuite et finalement, en 1998, on a Subspecies 4 Bloodstorm, a.k.a. Subspecies The Awakening. C'est le 4e film dans la série des Subspecies. Cette entrée-là dans la franchise est encore une fois réalisée par Ted Nicolau, qui nous a offert le très excellent, mais vraiment pas pour tout le monde, Terror Vision en 1986. On retrouve encore une fois le vampire Radu, là où le 3e film l'avait laissé, puis dans celui-là, d'autres vampires accompagnés d'humains vont tenter de s'en débarrasser une fois pour toutes. J'ai vu aucun des Subspecies, mais j'ai hâte de les voir. J'ai seulement que le premier en VHS, puis fun fact, le titre en français, c'est Les créatures de la nuit. C'est full original. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux. À la prochaine et back to you Steve et Stéphane. 2 films highlights. Il y en avait plus, mais pour que Dan dise voici les très peu de highlights. Habituellement, Dan, il est généreux. Hein, quand Ouais, même. c'est quand il nous met des films de kaiju. Là. 4 films de kaiju dans la première semaine, dans la journée d'ouverture du Super Club Vidéo Gore. Le film Prison avec Rennie Harlin. Là, ça m'intrigue à cause que Rennie Harlin a réalisé le film, premièrement, puis Kane Hodder. Et Viggo Mortensen aussi. J'ai pas entendu que Viggo Mortensen était là. Là, ça m'intrigue triplement. Là. J'ai regardé ce film-là il y a peut-être 1 ou 2 ans. Très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Non, arrête de faire tes petits yeux plissés. Non. Mes yeux sont tout le temps plissés. Ben, ça sert à rien. Il me regarde, moi, je suis pas sûr. Dans le fond, Steve, il est là. Arrête de faire les yeux que t'as d'en face. Ouais. Ben, c'est ça, mes yeux. Ah, moi, comme ça. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Rien à faire. Mais Nightmare 4 de Dream Master, t'es-tu un fan? Oui, mais faut que je réécoute. Ils sont tous mélangés. Ouais, je m'en rappelle plus. Parce que Nightmare 4, quand j'étais flot, j'ai adoré Nightmare 4. Je l'ai revisité plusieurs fois par la suite, bien entendu, comme tous les films dans le mainline de Nightmare on Elm Street. On ne parlera pas du remake de 2010. Nightmare 4 est le fun, puis Rennie Harlin a vraiment apporté une couleur vraiment différente. C'était comme le 3 sur les stéroïdes. T'sais, il y avait encore... Freddy était plus rendu du côté des jokes, des one-liners, mais il était quand même encore un peu épeurant. Puis il y a des kills imaginatifs, dont le fameux bench press
où est-ce que la fille, elle se transforme en coquerelle, puis elle se fait ouvrir les coudes. Fait que j'imagine que Prison, Rennie Harlin, il a fait de quoi de bon pour se faire donner le mandat. Ceci dit, de quoi de bon ne s'applique pas à Oh. Subspecies 4. Puis Steve, il dit « Oh! » Puis il est bizarre, ce gars-là. Est-ce que tu as déjà vu les Subspecies? C'est sûr que non. Ah, mais tu le sais pas. C'est un magnifique coffret que j'ai ici avec les 4 films que éventuellement. Faudrait que. C'est une série? Oui, ben, Ah, il y en a nice. même 5 avec Vampire Journal, Ok. puis il y a un prochain qui sort. Fait que Le là- coffret qui est hologramme en plus. Ouais. Fait que là, je rajoute ça, moi, à la fin de mon livre, pour mes films en série. Fait que Subspecies. Spe... S-P-E-C-I-E-S. Subspecies. Essaye de le dire. Subspecies. Pendant que Steve parle avec une patate chaude dans la bouche, oubliez pas, on s'en va à la pub et tout de suite après, François Simard de Roadkill Superstar, il vient nous voir dans le backstore. Subspecies. Species. Chers clients du Super Club Vidéogore, je m'adresse à vous. Si vous aimez vos deux commis et leur gérant et désirez que tout le monde garde son job, c'est simple. Votre soutien est le meilleur cadeau que vous pouvez nous offrir. Rendez-vous sur nos différentes pages de médias sociaux comme YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous au Super Club Vidéogore, activez les notifications et mettez un beau petit pouce bleu sous nos publications. En plus, on est sur Spotify. Un petit review rapide, 5 étoiles et vos commentaires et le tour est joué. De cette façon, le Super Club Vidéogore va survivre bien plus longtemps que notre concurrence. Des tonnes de copies? Pfff! Laissez faire ça et venez nous voir. Chez nous, il n'y en a pas de frais de retard. Je ne peux pas croire que t'as jamais vu Lâche mon livre. Ferme-les. Je peux pas croire que t'as jamais vu Bagman, Stéphane. Non. Puis je peux pas croire que t'as jamais vu Turbo Kid. Non plus. Summer of 84? Oui, Summer of 84, très bon. Ah, voilà. Mais là, t'as-tu vu We Are Zombies? Est-ce que t'étais à Fantasia cette année pour le... Non? Bon. Ben, on va aller voir François parce qu'on... Il va pouvoir me le vendre. Hein? C'est ça. Steve, encore une fois cette semaine, comme tu peux voir, on est dans le backstore. Hein? Le gérant a coupé dans le budget, non seulement sur nos payes, là on est redescendu à 8,75 $. C'est le salaire minimum qu'il nous a dit. Hein? Oui, c'est ça. Bon, 8,75 $, c'est plus qu'avant quand même, mais ça reste pas un super bon salaire. On a-tu encore le film gratuit par semaine qu'on peut prendre? T'as des films gratuits, toi? J'avais dit, bon. Il va falloir qu'on jase de ça. Mais cette semaine, encore une fois, on travaille du backstore. Puis, à partir du backstore, on s'entend, il fait un peu plus noir. Au moins, on a un arcade hein, derrière nous. Cette semaine, Steve, tu as d'électricité, je pense. Ouais, tu peux. Pas beaucoup. Bon. Puis, la semaine passée, on a reçu Anouk Wissel de Roadkill Superstar. C'était vraiment cool. Puis là, j'étais un peu dévasté parce que, à cause du budget coupé de notre gérant, on a eu un problème technique en fin d'entrevue. Elle me posait une question sur le Super Club, ben pas sur le Super Club, pardon, le Club Vidéo J, qui est juste en avant du pont de Laval-Ouest, et mon son a lâché, puis j'ai pas pu y répondre. Donc, Anouk, je tiens à m'excuser de ne pas avoir pu partager mon amour de ce club vidéo-là avec toi. 5 films pour 5 piastres pour 5,50. 5 films pour 5 jours pour 5,55 dans le sous-sol qui sentait le gazon. Ah, tu vois, Anouk, elle parlait de 7 films pour 7 jours pour 7,77 $. Moi, j'avais moins d'argent qu'elle. Fait que, je pouvais juste en louer 5. Puis d'ailleurs, Steve, avant qu'on aille voir notre client de la semaine, c'est là que j'ai loué pour la première fois le film absurde de Joe D'Amato. Hein? Psychose infernale. Mais cette semaine, Steve, je vais te laisser faire la présentation parce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, notre client. Oui, bien en fait, Anouk était avec nous la semaine dernière. Cette semaine, on reçoit François Simard du collectif Roadkill Superstar pour nous parler de We Are Zombies. François, ouais, on se connaît depuis un petit bout. En fait, je pense qu'on a comme commencé un peu à spasme, là, à faire des films un peu en même temps. Et lui, il a débloqué, puis moi, je suis pogné dans un backstore de club vidéo à pas faire. Mais t'es bien dans ton club vidéo, Steve. Oui, je suis très, très bien dans mon club vidéo. Cool. Ben oui, ça m'intéresse. Je veux ma carte de membre. Tu l'as déjà, c'est sûr et certain, ça. Cool. Ben oui, merci. Ça doit faire un bon 20 ans qu'on se connaît. Ouais, je dirais ça. Là. La première fois que je t'ai vu, je pense, c'était dans le film Deux morts. Ouais, ça fait un bout. Ouais, après ensuite, il y a eu Tony Spaghetti. Écoute, on pourrait parler des vieux films et des temps de spasme pendant très, très longtemps. Il pourrait y avoir un podcast
comme juste du monde qui parle du temps de space qui était full québécois. C'était tellement un temps de l'année. Ah, c'était incroyablement cool. Écoute, là, on va pas trop parler de space. Je veux qu'on parle de We Are Zombies, le film que tout le monde attendait depuis vraiment, vraiment, vraiment longtemps. On s'était vu à Matam l'année passée. Tu étais en post-prod sur le film. Et depuis ce temps-là, il y a eu la première à Fantasia. Oui, la première est à Fantasia. Vous avez fermé le festival. Parle-nous un peu de We Are Zombies, là, si on recule un peu, comment ça a commencé? En fait? Oh my God, ça fait tellement longtemps. Je dirais que c'est autant que Turbo Kid, ça s'est fait tellement vite, ça a déboulé, je pense que ça a pris 2 ans de l'écriture à trouver le financement puis à tourner le film. Celui-là a pris un bon 10 ans. Je dirais qu'on était justement en montage en Nouvelle-Zélande en 2014. On finissait Turbo Kid, puis on a reçu un appel. C'est une boîte française qui voulait adapter un comic book qui s'appelle les zombies qui ont mangé le monde, écrit par Jerry Prison et dessiné par Guy Davis. Puis déjà... Guy Davis, c'est le gars de Hellboy, ça, si je me rappelle bien, non? Oui, il a fait... il y a eu plusieurs dessinateurs de Hellboy, c'est un de ceux-là. Puis c'est aussi lui qui travaille avec Guillermo del Toro qui dessine ses créatures. Donc déjà là, ça nous avait accroché. On a lu la BD, puis on a fait comme oui, on embarque. Puis là, c'est ça. Ça a été en development hell pendant une décennie. Puis out of nowhere, on pensait que ça allait jamais se faire. On a eu le feu vert, on a eu le financement. Puis justement, ça a été notre 3e long métrage qu'on a fait. Je sais pas si tu veux que je te parle de l'histoire un peu ou. Ben oui, vas-y, laisse-toi aller parce qu'il y a des gens des incultes qui savent pas c'est quoi. Oh, moi, j'accroche mon micro, moi, je suis tout excité. Ben, c'est très weird comme film de zombies. C'est pas le film de zombies habituel. Les zombies dans ce film-là sont pas cannibales, sont pas violents. Il y a eu l'apocalypse, les morts sont revenus à la vie, puis ils sont juste là. Puis le monde, il faut qu'il deal avec. C'est un problème dans la société. Puis c'est un peu dans un futur proche où une grosse compagnie qui ont toutes. Puis dans ce monde-là, il y a 3 lovable losers, des losers attachants qui essayent de se faire une petite arnaque justement pour se faire du cash, pour pouvoir survivre. Et évidemment, tout vire mal, puis ça devient vraiment une bonne ride. C'est vraiment cave. C'est le film le plus cave et le plus personnel aussi. Parce que, justement, les 3 losers nous ressemblent beaucoup. Dans la bande dessinée, c'est, justement, le personnage principal avec sa sœur et son meilleur ami. Donc, c'est une dynamique qu'on a pu se retrouver là-dedans, puis on a mis beaucoup de nous autres aussi. Même si c'est super cave, ça vient du cœur. Il y a une chose qui n'est pas super cave, par exemple, Frank, c'est que le film dure 80 minutes. Steve, c'est quoi 80 minutes pour nous deux? C'est notre sweet spot, ça. Des films d'horreur comme ça, c'est entre 80 et 83 minutes, hein, Frank? Puis je sais pas si c'est un hasard ou si ça l'a vraiment... ou si c'est quelque chose que vous aviez prévu faire, mais tu sais, un film du genre de We Are Zombies qui est hilarant, clairement, puis vous avez eu du gros fun là-dessus, si tu te rends à 2 heures, là, c'est parce que tu as une demi-heure là, que tu développes sur un personnage secondaire que tu n'as pas besoin. Vous avez vraiment eu le target. Là, le 80 minutes m'a accroché, puis je pense que ce film-là aurait sa place sur nos tablettes dans le Super Club Vidéo Gore. Ah, j'espère. Ben oui, j'ai eu la chance de co-monter le film, co-éditer le film. J'étais co-monteur. Puis, justement, j'avais vraiment une vision de ce film-là que tout va vite. Les dialogues sont super rythmés. Puis, on perd pas de temps. Puis, c'est ça, une chance que j'ai pu avoir accès au montage parce que, justement, à la fin, je trouvais qu'il y avait 10 minutes de trop au film. Puis, les producteurs m'ont laissé faire. J'ai enlevé un bon 10 minutes au film. Puis là tout d'un coup, tout marchait vraiment mieux. Tout le monde était content. Fait que là, c'était 90 minutes à la base, mais là, maintenant, j'ai... Mais tu vois, juste ça, des fois, un 10 minutes dans un film, là, le monde, il s'en rend pas compte, mais ce 10 minutes-là peut rendre l'expérience du spectateur comme atroce. Là, atroce, j'y vais, j'y vais gros, mais
C'est pour ça que Stéphane et moi, on a le sweet spot de 80, 83, 85. Il faut que ça tourne alentour de ça. Il n'y avait pas de film des années 80 d'horreur. Tous les fans d'horreur là, qui regardaient des films des années 80, il n'y avait pas de film de 2 heures et quart que c'est interminable, comme Stéphane dit. C'est straight to the point, let's go. Puis après, Pas trop d'explications aussi. C'est important de nous laisser réfléchir dans des films comme ça. Puis même si c'est léger, puis c'est con, comme tu dis, Frank, je sais ce que tu veux dire, mais à quelque part, laisse-moi interpréter. Puis j'ai pas besoin d'une réponse à toutes mes questions puis me faire tenir par la main. On en parle, ça fait plus qu'1 an, Steve, qu'on parle du Sweet Spot quasiment à toutes les maudites semaines. On est fatigués. On est comme 2 petits vieux avec ça, là, qui s'ennuient du Club Vidéo J. Allô, Anouk, je m'excuse encore. J'ai pas pu partager avec toi la semaine passée. Frank, j'ai une question un peu à part là, du film de We Are Zombies. Moi, je suis curieux de savoir, avant la pandémie puis après la pandémie, c'est quoi les réalités de travailler avec RKSS avant 2020 puis après 2020? Parce que j'imagine qu'il y a eu une période où est-ce que c'était l'enfer. Entre 2020 et 2022, ça devait être assez bizarre. Mais est-ce que vous avez encore aujourd'hui des changements qui ont été mis en place à cause des défis qui venaient avec la pandémie? C'est une bonne question. On a eu des contraintes, oui, qui étaient vraiment chiants, vraiment absurdes, vraiment intenses, mais sinon, j'espère de tout cœur que c'est de l'histoire ancienne, qu'on ne va jamais revenir à des tournages comme ça, parce que ça bouffe du temps, là. Terrible. Ça devait être atroce. C'est pour ça que je pose la question, parce qu'il y a des gens à qui j'ai parlé qui disent, on a eu des gros défis dans le temps de la COVID, mais ça nous a forcé à s'adapter. Puis on a comme adopté des nouvelles habitudes qu'on n'avait pas avant. Dans d'autres cas, il y a des gens qui ont été écœurés complètement puis qui ont dit, ça ne me tente plus de faire ça pantoute. Mais c'était quand même ben oui, puis on les reconnaît, hein, les films période pandémie, là. Ils ont toutes une certaine saveur, là, puis ça va passer à l'histoire, cette période-là, quand même. Mais tant mieux si ça ne vous a pas scié les jambes, toujours. Ben, je veux dire, oui, on s'adapte. Je veux dire, on s'adaptait déjà avant parce qu'on fait des films très ambitieux avec pas beaucoup d'argent. Fait qu'il y a C'est ça. tout le temps beaucoup d'amour et de duct tape. Je veux dire, à chaque fois, je veux dire, c'est con, là, mais... Ah non, c'est pas con, j'ai adoré que tu aies mis amour en premier puis duct tape en direct après. C'est parfait, ça. Ben, on met nos 4 premiers longs métrages dans la catégorie du département des miracles. Parce que c'est tellement ridicule. Puis, I guess qu'on est bon. Je veux dire, j'ai ça me lancer des fleurs. C'est vraiment pas notre genre. Mais vu qu'on a fait plein de courts-métrages avec pas d'argent, puis on est 3 aussi, 3 cerveaux à résoudre des problèmes créativement. Je veux dire, on n'a pas le luxe de pitcher de l'argent comme Hollywood fait. À un problème, je t'attends que ça se règle. Mais c'est sûr que... Dans le fond, comme vous étiez déjà endurci au défi de tournage, là, si je comprends bien. Fait que ça répond à ma question, en fait. Là. C'est vraiment cool, ça. Mais j'espère que les prochains, tout ce qu'on veut, c'est un tournage normal. Même pas facile. Là. Juste normal, un horaire normal, qu'on va pouvoir faire assez de prises, mais pas trop. Tu vas pouvoir en faire au moins 2. C'est ça que tu veux dire. Écoute, We Are Zombies, la première s'est faite à Fantasia cet été. C'était une ambiance complètement folle. Là, je ne veux pas te mettre entre 2 chaises, là, mais entre l'ambiance complètement folle de We Are Zombies puis la première de Turbo Kid, y avait-tu une grosse différence ou c'était comme... Je te dirais que Turbo Kid, c'était spécial parce que c'était vraiment la première fois. Ouais. On était tellement stressés. Puis là, peut-être, pour Zombie, encore là, c'est tellement... On s'habitue jamais. Je veux dire, on ne s'attendait pas à la réception qu'on a eue. Je veux dire, le film n'est même pas commencé, puis le monde sont déjà debout à faire une ovation. Attends, peut-être que vous n'allez pas aimer ça. C'est ça. Non, c'était vraiment touchant. Puis je te dirais que Fantasia, c'est la meilleure foule au monde, sérieusement. Puis je veux dire, le fait de pouvoir clôturer le festival avec ce film de zombies-là, je trouve que c'est la meilleure place pour avoir notre première mondiale. Puis oui, je vais garder ce souvenir-là à côté de Turbo Kid dans mon cœur. Malade. Et je vais chérir
cette memory. C'est vrai que Fantasia, pour l'avoir vécu à très plus petite échelle, Steve, avec les gars sur la route de l'horreur, puis le 13e épisode, c'est une terre d'accueil, les gens qui côtoient le festival Fantasia. Les gens, c'est comme une grosse famille, la famille de l'horreur au Québec, je le dis souvent. Puis à RKSS, vous avez vraiment marqué l'imaginaire au Québec, fait que chapeau pour ça. Je suis un gros fan de Summer of 84 en passant. Ah! Cool, merci. Tu vois, Fantasia, c'est le bon côté, c'est d'aller à des premières comme ça parce que c'est complètement fou. Le mauvais côté, c'est que les premières sont tellement hot qu'après, quand tu réécoutes les films chez vous, t'es comme je suis seul. Pas le même effet. Mais ça, c'est moins bon. Mais tu sais, pas c'est moins bon, mais moi, je me rappelle, j'ai été voir Toolbox Murder de Toby Hooper à Fantasia. J'ai jamais été aussi stressé que ça de ma vie. Puis il y a eu des jumpscares. Tu avais 800 personnes ou whatever qui jumpaient en même temps. Je suis sorti de là, j'ai assisté ce film-là. Il est extraordinaire. Je me l'ai acheté, je l'ai regardé chez nous après. Puis j'ai fait comme. C'est pas vrai bon. Hein? Tu vois. C'est une question de fou. C'est qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ouais, même le contraire. J'écoute des films, puis je suis comme j'aurais aimé ça le voir à Fantasia avec la foule, ça aurait été malade. Exactement, non, c'est vrai, c'est complètement fou. Frank, bon, We Are Zombies, première à Fantasia, après vous avez passé à Fantastic Fit, voyons, bâtard, j'ai de la misère avec mes Mets des mots avec tes phrases. J'ai dit figue, à place de c'est Sid. Bon, des figues, par exemple. Ah, mais Sid Jules, t'as jamais été là-bas. Le film, les deux films, en fait, avec Wake Up, ont comme voyager en même temps sur certains festivals. C'est la première à faire un festival avec pas un, mais 2 longs métrages. Ça devait être quelque chose, ça. Ça devait être buzzant, ça. Ah oui, ben on était occupés. Parce que tu fais des entrevues aussi pour un film, puis après ça, tu fais l'entrevue pour l'autre film. On dirait que c'est 2 fois plus de job. Je pense qu'on est trop. Prochaine étape, 3 films en même temps, vous êtes capable. Ben ouais, chacun un film. Ben, c'est Yoann qui dit ça. Ben ouais, on va être capable. Puis je suis comme. Déjà qu'on a dit oui à 2, puis on pensait que ça allait être cool. Puis finalement, ça a été une année assez chargée. Elle a dû passer vite cette année-là, pas mal. Hein? Oui, vraiment. Écoute, je veux te remercier, Frank, d'avoir pris un peu de temps pour venir nous voir dans le backstore, en fait, de notre Super Club Vidéo Gore. J'espère qu'éventuellement, tu vas avoir la chance de voir le vrai Super Club qui est en fait juste l'autre côté de la porte là, du backstore. Et je souhaite que du succès à RKSS, à vos films. On a vraiment hâte qu'ils soient disponibles ici. 2024, je présume? Oui, j'ai cru comprendre que We Are Zombies sortirait au Québec en début d'année. J'ai pas de date encore, puis peut-être que je suis complètement dans le champ, mais ça serait très cool. Puis Wake Up, on attend de savoir qu'est-ce qui arrive. Je veux dire, c'est dans les mains de Studio Canal, puis il doit y avoir une stratégie de marketing, puis on se croise les doigts que ça va sortir. C'est dans les mains de Studio Canal, puis ça va être sur les tablettes du Super Club Vidéo Gore, Frank, je te promets. Yes. Ben, merci beaucoup, Frank. Fait que, après la pause, l'année de l'horreur. Le Super Club Vidéo Gore est fier d'être commandité par la brasserie Anorak Brewpub. Située au cœur de Morin Heights, la brasserie Anorak Brewpub vous offre une grande sélection de délicieuses bières élaborées sur place, ainsi qu'un menu varié succulent de style barbecue américain. Anorak Brewpub, c'est une équipe de gens passionnés qui vous reçoit avec le sourire, qui vous offre un service hors pair et des plats tout simplement délicieux. Réservez dès maintenant au brasserieanorak.ca. « 1983, j'avais 3 ans et tu avais... 1 an, puis je me chie encore dans les culottes. Non, mais c'est vrai. Là. Je pense qu'on faisait tout ça à 1 an. Chier dans tes culottes? Ben, j'ai jamais chié dans tes culottes. Toi, t'as jamais chié dans mes culottes, mais moi, j'ai chié dans les miennes. OK. Bon, ben, allons voir. Joyeux Noël, tout le monde. Allons voir ce que Christophe et Serge nous ont chié comme film. « 1983, l'année de l'horreur pour
le Super Club Vidéocore. Christophe G ici, content de vous retrouver. Scarface, 1983. C'est peut-être pas un film d'horreur, mais la scène du motel avec la chainsaw, là, c'est vraiment fucked up à revoir ou à découvrir pour ceux qui n'ont jamais vu ce classique de Brian De Palma. Un petit film de Michael Mann. Michael Mann, cinéaste émérite américain, mais à l'époque de Keep, un film qui est assez difficile à trouver aujourd'hui, mais vraiment une belle petite histoire, super le fun. Je vais y aller en vrac assez rapidement. En 83, moi j'étais pas vieux, j'avais 6 ans. Puis je pense que j'ai vu ce film-là quand ça a sorti, Something's Wicked This Way Comes, adapté de Ray Bradbury. C'était un film qui faisait peur quand même si c'est assez soft. Classique au niveau du slasher, Sleepaway Camp, un massacre au camp d'été. Sérieux, hein, on se rappellera tous des différents meurtres très créatifs, mais de la finale avec Angela qui est pas une fille. Ah non, j'ai spoilé, mais si vous n'avez pas vu ce film-là, vous dormez sur la Switch. Il y a un livre aussi par Jeff Hayes, très 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 cool, qui vient de sortir aux éditions 1984 Publishing. Jaws 3, hein, c'est pas le meilleur, mais la pochette est très cool. Psycho 2, hein, Tom Holland l'a écrit. Tom Holland, Child's Play, hein, le premier Chucky. Mais ça, c'est pas un film d'horreur, mais c'est une grosse année pour Bob Clark. Bob Clark qui a réalisé Black Christmas dans les années 70, mais Christmas Story, c'est drôle parce qu'il a fait le film Black Christmas, mais Christmas Story, c'est tout sauf un film d'horreur, mais c'est comme un peu genre son double gentil, hein? Le double maléfique, c'est Black Christmas, puis il s'est repenti avec Christmas Story, un classique. On est au mois de décembre, il faut se retaper ce film-là, c'est une belle petite comédie, vraiment le fun. Puis Bob Clark, c'est aussi le réalisateur de Porky 1 et 2. Hein? Porky 1 qui était le plus grand succès du cinéma canadien jusqu'à Bon Cop, Bad Cop. Sauf que, moi, ce que je veux vraiment vous parler, il me reste un 2 minutes 39, hein, parce que ça dure 5 minutes, c'est de Stephen King. Stephen King, c'était vraiment une grosse année pour lui en 1983. Il y avait eu déjà plusieurs succès, mais c'est l'année où il a fait paraître Pet Sematary, hein, le roman qui est un roman terrifiant. Le film est vraiment très cool aussi, mais le roman, là, pour vrai, si vous n'avez jamais lu le livre, gâtez-vous. Il y a aussi l'année du loup-garou, Cycle of the Werewolf, qui est un livre, qui est une bande dessinée en fait, un livre illustré. Ben, c'est ça, un roman graphique avec des illustrations de Bernie Wrightson qui avait illustré Swamp Thing, la créature du marais, la bande dessinée. Vraiment très cool ce livre-là. Ça a inspiré aussi un film, Silver Bullet, par la suite. C'est l'année aussi où il a fait paraître le livre et le film Christine. Ben oui, Christine, hein, un classique de John Carpenter. On l'aime, la bagnole maléfique. Hein. Pour vrai, des chars maléfiques, on en a vu plein, hein, les Maximum Overdrive, hein, qui est sorti quelques années plus tard, malheureusement, réalisation de Stephen King, sa seule. The Dead Zone, le film est sorti en 83, hein, de David Cronenberg. C'est très cool. Christopher Walken, toujours excellent. Un film de médium, il voit dans le futur. C'est très troublant, ce film-là. C'est vraiment excellent. Aussi, en 83, on a adapté Cujo au cinéma avec le film de Lewis Teague, vous vous rappelez du Saint-Bernard enragé, parce que le livre, c'est Cujo, c'est très cool. Ce film-là, le livre aussi, c'est tout simple, mais c'est à revoir. Le film, vraiment, là, c'est vraiment très le fun. Pour moi, 83, c'est vraiment l'année de Stephen King. Donc, il faut vraiment se refaire plaisir parce que, évidemment, c'est pas tous les livres de Stephen King qui sont bons. C'est pas toutes les adaptations de Stephen King qui valent la peine d'être vues ou revues. Mais dans les premiers films qui ont sorti, là, vraiment, Dead Zone, c'était vraiment dans le haut du panier. Cujo, ça s'écoute encore très bien aujourd'hui. Christine, évidemment, avec la musique de Carpenter, on se trompe pas. C'est vraiment du gros fun. Donc, 83, pour moi, c'est l'année de Stephen King.
Bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut. Serge Lafrenière, co-animateur du podcast Terreur sur le pod, TSLP pour les intimes, et animateur de Rétro Terreur, qu'on retrouve sur le Patreon de TSLP. Aujourd'hui, les gars du Super Club Vidéo Gore m'ont demandé de vous parler d'un film d'horreur de 1983 de mon choix. Et là, je me suis dit, 83, est-ce que ça a été une bonne année? On a quand même eu des années assez incroyables en 81, 82, avec le top, les summons de slasher, et aussi avec des films avec des effets pratiques incroyables. En 83, il a fallu que je fasse une recherche et je me suis aperçu qu'on était vers la fin de la mode des films en 3D, avec Jaws 3D, Amityville aussi tourné en 3 dimensions. Et ça a été une grosse année pour le roi de la littérature d'horreur, Stephen King, parce qu'il n'y a pas eu un, pas deux, il y a eu 3 films qui sont sortis basés sur ses romans. Il y a eu Christine, Cujo et The Dead Zone de notre Canadien David Cronenberg. Mais le film dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, c'est une bébite, un ovni, quelque chose d'assez unique. Un film autrichien du réalisateur Gerald Kargl, aidé de son ami polonais Zbigniew Rybczynski, qu'on va appeler Zbig, et le film s'appelle Angst. En français, on a traduit ça par Schizophrénia, le tueur de l'ombre, ou Schizophrénia. En anglais, Fear, parce que Angst, ça veut dire peur, donc Fear. Mais en français, Schizophrénia, le tueur de l'ombre. Donc, l'histoire du film n'est pas nécessairement super originale. C'est l'histoire d'un gars qui commet un meurtre, s'en va en prison. Au bout d'une dizaine d'années, il en ressort pour des raisons un peu nébuleuses. Et dès qu'il sort, il dit immédiatement « Je sais que je vais recommencer, mais cette fois-ci, ils ne vont pas m'attraper. » Donc, ses pulsions sont tellement fortes, il ne peut pas s'en empêcher, et il se met à la recherche de prochaines victimes. Il se ramasse dans un resto. Se commande une grosse saucisse, mange sur un gros plan avec du ASMR et il regarde 2 filles qui sont assises, commencent à se faire des plans, mais il se dit bon, ça n'a pas de sens, et il quitte. Il s'attaque à une chauffeuse de taxi et à un moment donné, ça ne fonctionne pas, il se sauve, s'en va dans une forêt et se retrouve tout près d'une maison semi-isolée et il décide d'entrer par effraction. Une fois à l'intérieur, il va s'attaquer aux 3 membres de la famille, la mère qui ressemble légèrement à Mme Jigger, la fille et le gars de cette dame-là, et les 3 vont passer une nuit d'enfer. Donc l'histoire est somme toute assez banale. Ce qui rend le film assez unique, première chose, c'est le jeu d'acteur de Edwin Leder. Il est incroyable. Vraiment, là, il porte le film sur ses épaules, on le suit du début à la fin pratiquement en temps réel. Il pisse la soirée, il est essoufflé, il traîne les corps. C'est vraiment un jeu incroyable. Et à un moment donné, on le voit faire le bacon. C'est comme s'il était en transe, en train d'avoir un orgasme, tellement qu'il est excité par rapport à ce qu'il fait ou ce qu'il anticipe qu'il va faire. Donc, je n'ai jamais vu ça dans un film. Leder base sa performance quand même sur quelqu'un qui a déjà vécu quelques années auparavant, un gars qui s'appelle Werner Koenigsegg, qui a fait pas mal ce qu'on voit dans le film, mais Leder, il met vraiment son jeu d'acteur et il est effrayant. Le deuxième élément, c'est l'aspect technique. Zbig, le DP, c'est un créateur, un inventeur, vraiment patenteux, et il a décidé de créer un système de poulies. Donc, sur un fil de fer, il accroche sa caméra, et ça nous permet de suivre Leder qui se promène à gauche à droite, et vraiment, on a comme des plans un peu à vol d'oiseau, en tout cas en hauteur. Donc, il y avait plus de drone à l'époque. Ça nous permet d'avoir quand même quelque chose de différent. Autre élément, c'est qu'il a décidé d'accrocher un harnais sur Leder avec une espèce d'anneau autour qui permet d'avoir vraiment comme une vue particulière de ce que le psychopathe est en train de faire. Et en même temps, ça crée quelque chose de frénétique et on ressent un peu l'instabilité de ce qui se passe dans la tête de notre psychopathe. La caméra aussi qui bouge comme ça nous permet, avec le 360, d'avoir des vues que, à mon avis, moi, j'ai rarement vues ou peut-être jamais vues dans du cinéma. Zbig est, j'ai dit, un créateur. Il a gagné même un Oscar en 83 pour un court-métrage qui a tourné qui s'appelle Tango, que tu peux retrouver sur YouTube. Et en 85, il a même créé le vidéoclip de la chanson Imagine de John Lennon, qui est sorti quand même beaucoup plus tôt, je pense dans les années 70, mais même pas de vidéoclip officiel qui avait été fait. Donc, Zbig a créé ça et ça a été vraiment remarqué. C'est un gars vraiment une sommité dans son domaine. Et dernier élément, c'est la décision de Kargl de nous faire entendre ce qui se passe dans la tête du psychopathe. Donc, il y a comme une voix intérieure qu'on entend
comme si on comprenait tout ce qu'il est en train de faire, on entend ses pensées, il raconte un peu l'histoire de son enfance et il parle vraiment de ce qu'il veut faire avec ses victimes. Donc c'est quand même assez dérangeant, assez déroutant d'entendre ça, et ce qui fait de Hanks quelque chose d'assez unique. Est-ce que je te recommande ce film-là? Je te dirais oui, mais avec un bémol. Si tu as de la difficulté avec des films, par exemple comme Henry Portrait d'un tueur en série ou avec les biopics de Gacy, Bundy et tout ça, ben c'est peut-être pas un film pour toi. Par contre, si ça te dérange pas trop ou tu veux découvrir, ben je te le recommande évidemment. Dans une progression d'un amateur de films d'horreur, il faut l'avoir vu au moins une fois. Et en terminant, je tiens à préciser que oui, au niveau technique, c'est fantastique, mais c'est venu avec un prix. Parce que Cargill, qui a financé le film, ben lui, ça lui a pris 10 ans à rembourser toutes les dettes que ça lui a coûté pour faire Hanks. Donc, il a dû faire des documentaires, des commerciaux pour rembourser les dettes du film. Donc là-dessus, ben, si tu regardes Hanks, installe-toi confortablement, prends-toi une doudou, fais-toi une bâche de saucisses, puis mange-les avant, par exemple, et regarde Schizophrénia, le tueur de l'ombre, et surtout, essaie de ne pas trop faire de beaux cauchemars. Je dois te dire, Steve, que Serge a réussi à me convaincre que je dois voir Angst, un film de 83 qui a une cinématographie vraiment extraordinaire. Parfait, ça me choque pas du tout. Ton livre de Hasselhoff me choque, mais pas Angst. Ni ta prise de notes par rapport à ça. Puis Christophe, il nous a parlé de plusieurs films. Il nous a parlé de Cujo, de Christine, qui sont deux adaptations de Stephen King, de Dead Zone, qui est Stephen King également, Sleepaway Camp, avec la plantureuse et fabuleuse Felicia Rose. Et c'était le 40e anniversaire de Sleepaway Camp. Là il y a quelques semaines. Quelques semaines. C'est un film qui est adulé quand même. Hein? Psycho 2, avec Anthony Perkins, encore une fois, où est-ce que Perkins livre une performance vraiment du tonnerre. Serge et Christophe en ont parlé tous deux, Jaws 3. Oh, Jaws 3! Ouais, oui, ça c'est le fun. On l'a reçu tantôt, c'est merveilleux. Moi, je dois faire mon mea culpa, par exemple. J'ai jamais vu Vidéodrome. Non? Non, jamais vu Vidéodrome. Christophe est un fan de Cronenberg, donc je savais qu'il va aduler ce film. Mais moi, j'ai jamais vu. Fait qu'un jour. C'est très psychédélique comme film. J'ai l'impression que ça rend pas justice si tu le regardes pour la première fois 40 ans plus tard. Faut vraiment que tu te ramènes dans le temps. Parce que de la façon que ce film-là est filmé et monté, c'est pas super... comment je peux dire ça? C'est pas facile d'aimer Vidéodrome quand tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu sais, les mondes de Cronenberg sont toujours vraiment fuckés. D'ailleurs, Brandon Cronenberg, qui a fait Infinity Pool, même genre de mood dans les films de son fils autant que son père. Professor aussi. J'ai pas vu ça, par contre. Non. D'autres films, Sweet 16, 1983. La pochette m'a toujours attiré. J'ai jamais vu le film non plus. Mais juste pour la pochette. C'est le genre de pochette dans un club vidéo, tu fais comme oh, tu sais, ça pique l'intérêt quand même. D'accord. Donc, après la pause, Stéphane, je vais commencer à parler de I Know What You Did Last Summer. J'ai hâte, man. Sérieusement, je suis pas trop inquiet quand même. Et toi, t'as regardé quoi? Moi, j'ai regardé un film finlandais qui s'appelle Rare Exports. Chers clients du Super Club Vidéo Gore, vous pouvez maintenant vous procurer le tout nouveau Blu-ray de la première saison de l'émission Sur la route de l'horreur. Rejoignez-les pour des voyages mémorables sur les lieux de tournage de films emblématiques, en plus de visiter des conventions d'horreur extraordinaires, tout en vous offrant des entrevues exclusives avec les légendes de l'industrie. La première saison de Sur la route de l'horreur, c'est 12 épisodes taillés sur mesure par des fans d'horreur pour les fans d'horreur. Rendez-vous au surlaroutedel'horreur.com pour plus d'informations. Fait que Steve, dans le cadre des films en série, tu as pris ma recommandation, c'est à mon tour un peu. Ben, c'est une recommandation, c'est surtout que j'ai hâte d'entendre parler de cette trilogie-là. On parle de I Know What You Did Last Summer, I Still Know What You Did Last Summer et I'll Always Know What You Did Last Summer. Ça manquait un petit peu de créativité dans ces noms-là. Silence sur le plateau. À 3, 2, 1 et action! I Know What You Did Last Summer, 1997. Je vais commencer par dire merci à Wes Craven parce que c'est à cause de lui et de Scream que la mode
des films d'horreur d'ado, en fait, et recommencer. Et c'est directement à cause de ça que I Know What You Did Last Summer a été écrit par qui? Kevin Williamson, qui est le même scénariste que Scream. Est-ce que tu savais ça? Oh non, j'apprends des fun facts aujourd'hui, mon Steve. Il a aussi fait, là, il a fait plein d'affaires. Comment ça s'appelle? Pas Twilight, là, mais Vampire Diaries, qui était une excellente série, sérieusement, que j'ai regardée sur CW avec ma conjointe il y a quelques années. Parle plus de Twilight, s'il vous plaît. Mais bon, écoute, avec le succès de Scream, ils ont tout de suite demandé à Kevin Williamson d'écrire un autre film dans le même style qui a sorti comme une année plus tard et il est arrivé avec I Know What You Did Last Summer. Une distribution assez solide, par exemple. Quand tu regardes ça, là, Jennifer Love Hewitt, Ryan Phillips, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. Freddie Prinze Jr. Freddie Prinze Jr. Anne Heche, est-ce que je dis Heche? Anne Heche, qui est décédée cette année. Cette année? Oui, décédée cette année d'une maladie. Non, c'est pas une maladie, je pense que c'était l'alcoolisme. Oui, ça a pas foncé dans une maison. Oui, elle est en état d'ébriété. Puis j'ai ri, pas parce que c'est drôle du tout, mais je me suis complètement trompé de diagnostic. Oh boy, je vais me faire canceller, moi, je pense. Bridget Wilson aussi. Et Johnny Gallic, le gars qui joue dans Big Bang Theory. Oh boy! Qui joue dans I Know What You Did Last Summer. J'avoue que la distribution est impressionnante quand même. Hein. Il y a beaucoup de monde. Là. Puis c'était tous des jeunes qui commençaient un peu. Tu sais, Buffy venait de commencer. Jennifer Love Hewitt a joué dans Party of Five avec Neve Campbell aussi. Ryan Phillips, on ne connaissait pas beaucoup. Freddie Prinze non plus. Fait ils ont quand même amené une bonne gang de jeunes pour faire ce film-là. C'est cool. La trame sonore est excellente. Je crois qu'on a la trame sonore quelque part dans le backstory du Super Club Video Gore ici. Trame sonore débile, un peu comme Scream. Scream avait une trame sonore vraiment hot. En fait, I Know What You Did Last Summer, c'est un slasher des années 80, mais pas de nudité. Oh, ça c'est rare en maudit. Est-ce qu'il y en avait dans Scream? Non plus. Bon, mais c'est ça. Fait que c'était peut-être... il essayait sûrement de s'éloigner un peu parce que c'est un trope bien connu, la nudité dans les films d'horreur, surtout les slashers. Là. Mais on s'entend-tu, par exemple, il y a du sexiness à 100%, autant que les gars que les filles. C'est Freddie Prinze puis Ryan Phillips, je pense que c'est des beaux. Ah, j'ai Frencherai. Et voilà. Et Jennifer Love Hewitt, qu'on ne peut pas passer à côté, qui crie. What are you waiting for, huh? Seule dans une rue, les bras ouverts. What are you waiting for? Je suis ici, viens me chercher. Tu l'as bien quand même. Aller chercher Jennifer Love Hewitt. Non, ça va. Excusez. Il était très convaincant. C'est ça. Sarah Michelle Gellar, par exemple, il y a une scène qui porte des vêtements tellement laids. Là. Ah, les 90s. Mais ça n'a aucun sens, mais c'est la seule, genre. Les autres sont habillés correct, mais elle, ça ne fait pas pantoute. Et nous, on parle de vêtements, puis le kit. Tueur, que, un peu comme Scream, tout le long, on ne sait pas c'est qui. Et on a comme une surprise à la fin. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est le fun? Je m'aime pour ça. Ma mémoire de marde. Je me rappelais poupou. C'était qui le Tu chantes bien quand même. Ah, on va chanter une autre fois. Non, mais je me rappelais plus. C'était qui le tueur? Fait que j'ai comme eu la surprise. Sincèrement, j'avais été voir ce film-là, j'avais 17 ans. J'ai adoré I Know What You Did Last Summer. Et là, j'ai hâte de regarder le deuxième. Donc, I Still Know What You Did Last Summer. Ta réécoute était satisfaisante. Parce que des fois, c'est mieux dans le passé, ces choses-là. Non, très satisfaisante. J'ai adoré ça. Comme je te dis, j'ai hâte de voir la suite. Je sais pas si j'ai hâte de me rendre au troisième, par exemple, mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais toi, mon Stéphane? Rare Exports, un beau film de Noël, un origin story en plus. Hey toi, regarde-moi ça. Steve, Rare Exports, un film de 2010. C'est littéralement l'histoire d'origine du Père Noël, c'est dans son lieu de naissance. C'est un film finlandais. Donc, c'est le premier film d'horreur finlandais. Je crois que c'est le premier film finlandais que je vois, tout court. En fait, c'est l'histoire d'une équipe... c'est un millionnaire qui engage une équipe de chercheurs pour driller dans une montagne en Finlande. Puis cette montagne-là est en bordure d'un petit village finlandais.
où est-ce qu'on rencontre les personnages, dont le fils Piori et son père, qui sont joués par un vrai duo père-fils. Je ne sais pas si tu savais, mais je trouvais que la dynamique entre les deux était excellente, puis ça explique pourquoi. La raison pourquoi le chercheur millionnaire fait driller et creuser et excaver la montagne, il cherche un artefact. Mais on ne sait pas c'est quoi, bien entendu. Le millionnaire en question rappelle beaucoup Picsou, encore une fois. La semaine passée, on a parlé de Violent Night avec Scrooge. Encore une fois, cette semaine, c'est un Américain attriqué, avec le dos rond, un manteau en fourrure, avec un chapeau haute forme. Clairement, il y a tout du profil d'un Scrooge dans le film, justement. Picsou. Ouh! En suivant Pipi, Loulou. Je t'avais dit qu'on chantait C'était bon, plus tard. ça. Très, très, très bon. Donc, l'enfant en bordure de la montagne, dans le fond, c'est séparé par une clôture. Puis lui, évidemment, il attend la visite du Père Noël comme tout enfant. Hein? On s'entend que Noël se rend jusqu'en Finlande. Hein? C'est pas juste ici qu'on regarde la cheminée voir si le Père Noël arrive. Mais il voit qu'il y a des travaux majeurs qui sont en cours dans la montagne, juste à côté de chez lui. Et de là, se développe une petite enquête. Donc, lui et son ami, ils vont faire un trou dans la clôture, puis ils vont aller visiter la montagne pour voir c'est quoi qu'ils recherchent. Puis ce que j'ai aimé de ce film-là, Steve, en partant, c'est que ça prend du temps avant de comprendre qu'est-ce qui se passe. On n'a aucune idée, vraiment. On doute là, qu'il y a quelque chose, mais c'est pas du tout explicite à savoir qu'est-ce qu'ils font dans cette montagne-là. Puis je me suis trouvé à me sentir un peu comme quand j'ai regardé Les Goonies pour la première fois. Les Goonies, c'est un film que j'affectionne énormément. Un film qui a marqué l'imaginaire de pas mal tous les clients du Super Club Vidéo Gore, du moins je l'espère. Tellement bon. C'est excellent. Puis ce qui est le fun, c'est que justement, lâche ton pad, là. Ils explorent. Donc, ils sont curieux puis ils veulent savoir ce qui se passe. Puis ils ont très, très bien reproduit ce sentiment-là dans le film. Le lieu de tournage est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Quand on voit la montagne en panoramique là, du bas, c'est à couper le souffle. La cinématographie est superbe, j'ai rien à dire. On voit aussi la réalité des familles scandinaves versus les familles de l'Occident. Les familles en Amérique du Nord, la dynamique entre les parents et les enfants, c'est vraiment bien rendu. Là, je te l'ai dit d'emblée tantôt, mais c'est un vrai duo père-fils. Donc, c'est vraiment cool de voir ça. Puis, on se rend compte, à mesure que le film avance, que ce qu'ils cherchent dans la montagne, en fait, c'est le Père Noël. Le Père Noël aurait été enfermé dans un bloc de glace quelconque qui est en stase à l'intérieur, dans le cœur de la montagne. Puis, ça prend du temps avant qu'on comprenne ça. Puis, à mesure que le film avance, il y a du ravage dans le petit village. Puis, on se demande qu'est-ce qui se passe. Là. Il y a des bêtes qui sont éventrées, puis tout. Puis, ben finalement, c'est ce qu'ils ont excavé de la montagne qui fait tout ce ravage-là. Donc, comment je l'ai appelé tantôt? Je pense que j'ai dit Piori, c'est Pietri son nom. Pietori, Pietari, Pitoro. C'est le Père Noël qui tue tout le monde? Bien, c'est ce que le kid pense. Ah. Le kid pense que c'est le Père Noël, mais on découvre au fil du film que c'est pas le Père Noël. C'est un vieillard avec une barbe très maigre qui se fait prendre dans un piège qui était destiné aux loups. Bien, la chose qui sort de la montagne tombe dans le piège, puis il récupère le corps, il n'est pas mort. Puis moi, je croyais encore, on était peut-être à 35-40 minutes du film, puis c'était pas du tout le Père Noël, c'était un lutin du Père Noël. Donc, au lieu d'avoir l'image des lutins qu'on a ici en Occident, là-bas, c'est des personnes âgées, mal nourries, avec le dos rond, qui ont mal aux jambes. Clairement, parce que cette personne-là n'est pas très en forme. Puis là, de la façon que j'en parle, ça n'a pas l'air d'un film d'horreur du tout, hein? Ben, tu parles de monde qui se font maltraiter puis les bras arrachés. Ben c'est ça, là, comme dans certaines résidences de personnes âgées ici qui sont sous-staffées puis que nos pauvres personnes âgées sont maltraitées. Dans ce film-là, ils les exploitent. C'est ça la différence. C'est vraiment cool comme film. Tout le monde, chaque personnage a sa couleur unique. Donc, il y a une variété, une palette de personnages extraordinaires. Le Pietari et son père, c'est vraiment nice. Il y a l'ami aussi de Renaud, je crois, le nom du père, là, son nom m'échappe, mais du moins son ami à lui, là, qui est un gros tough scandinave avec une barbe, un autre type de personnage complètement, sont vraiment tous uniques et différents et sont attachants. Puis le jeu d'acteur est très bon, je pense, parce que je ne parle pas le finlandais, mais ce que je voyais à l'écran, puis la dynamique, les échanges de dialogue, c'était sous-titré, bien entendu, hein, une chance.
Sinon, je ne vanterais pas le film comme je le fais présentement. T'es en train de me poser la question. J'étais comme... C'est ça, tu sais, tu finlandais, c'était Stéphane-là. Tu sais, je pensais qu'il était asiatique avec ses yeux, je sais pas trop. Fait que c'est ça. À partir, là, je vous dirais, de 45-50 minutes, là, ça kick in. Puis on se rend compte que le lutin qui a été excavé de la montagne, lui, il cherche les enfants qui ont été méchants. Tu sais, en anglais, on dit « You've been naughty ». Donc, le Père Noël ne vient pas te porter tes cadeaux quand tu es méchant. Puis, le kid aurait fait là, des petits mauvais coups que n'importe quel enfant de 8-9 ans aurait fait. T'sais. Mais là, les lutins sont à la poursuite des enfants pour les tuer. Puis on se rend compte qu'il n'y en a pas seulement qu'un. Il y a littéralement une armée de vieillards. Fait que je suis vraiment curieux de voir comment le casting s'est passé quand ils ont engagé tous ces figurants-là. Il y a des lutins à perte de vue. Puis on s'entend, tu sais, ce film-là, dans le fond, c'est un paquet de vieillards à poil qui courent après des enfants en Finlande. C'est très, très fucké hein, comme concept, mais c'est ça, man. L'as-tu vu, Rare Exports? J'ai jamais vu Rare Exports. Je me rappelle quand il est sorti, il a passé à Fantasia, tout le monde disait « Oh my God! » Et j'ai jamais pris le temps, malheureusement, de regarder le film. Fait que c'est pour ça que je t'allais recommander aussi. Je me suis dit, je veux l'opinion de Stéphane. Ouais, ben écoute, c'est vraiment super. Il y a le third act, OK, dans le fond, le dernier 20-25 minutes du film, il y a un petit peu de CGI qui commence où est-ce que Pietari embarque sur le sac de cadeaux accroché après un hélicoptère. Puis là, c'est en CGI, puis là, j'ai cringe. J'ai serré des dents. Tu sais, le kid, il est littéralement accroché après un hélicoptère qui se promène en Finlande la nuit, mais il n'y a pas de vent dans la face. Puis tu sais, j'avais de la misère un peu avec cette imagerie-là, mais tu sais, là, je cherche des mauvais points parce qu'il n'y avait pas grand-chose de mauvais là-dedans. Mark Wahlberg serait jaloux. Ben lui, il se sauve du vent. Tandis que Pietari, il rentre dedans puis ça y fait rien. Fait qu'il aurait survécu sûrement à The Happening. Dans le fond, c'est quoi la morale de ce film-là, finalement? C'est trouver des vieillards vulnérables à poil. Je recommence. On rentrera ce bout-là quelque part parce que là, je suis pas capable de parler. Ça va tellement rester dans le show. Fais pas ça parce que c'est de la merde. C'est quoi la morale de ce film-là? C'est de mettre des vieillards vulnérables à l'emploi, les exploiter, puis après ça, les vendre. Parce que Rare Exports, c'est ça. Ils prennent les vieillards, ils les habillent en lutins, les font travailler, les mettent dans les boîtes, puis les exportent. Puis le village pauvre finlandais fait une fortune grâce à ça. La fin est débile, je ne m'attendais pas à ça pantoute. J'ai presque applaudi quand j'ai vu la fin de surprise. J'applaudis pas tout seul dans mon salon, parce que ça, c'est comme les gens qui applaudissent quand l'avion atterrit. Là, je me battrais. Mais le feeling que j'ai eu, c'était « Ah, si, vous m'avez eu, man. Good show. » Ah, fait que, écoute, ça s'enligne pour être un pas pire de nombre de yeux, ça, là, d'après moi. Absolument. La semaine passée, j'ai donné 4 yeux à Violent Night et je donne 4 yeux à Rare Exports. Steve est en train de me convaincre que le mois de décembre est peut-être pas si pire que ça en horreur, finalement. Je l'avais dit, Santa Slay l'année passée. Hein? Santa? Yes, Virginia. There is a Santa Claus. Le film était à chier de Santa Slay, mais il y a eu des beaux kills de Bill Goldberg dans ce film-là. Ah, c'était vraiment incroyable. Écoute, wow! Hey, on passe ça fort, décembre. Là. Je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à chialer beaucoup puis à me demander pourquoi que je travaille ici avec toi, Steve. Mais ça va bien à date. C'est peut-être parce qu'on décore, gars, je suis de bonne humeur. Ça fait longtemps que les décorations sont dans la boîte, par exemple. Il y a un petit peu de poussière, mais tu sais, à chaque semaine, jusqu'à Noël, on vous promet, on va avoir un petit peu plus de déco. Là. Ça, on va sur Marketplace, hein? Il y a du monde qui lave pas leur affaire. Il y a des gens qui sont décédés, puis on ramasse la succession. Exactement. Fait que après la pause, mon Stéphane, on va faire une petite déroute. Hein? On fait un petit détour. On s'en va rejoindre Guillaume qui va nous parler d'un film comme sci-fi, en fait, là, que j'adore. Ah, ben oui. Chers clients du Super Club Vidéo Gore, si vous êtes passionné par l'horreur comme vos deux commis préférés, la chaîne YouTube Horreur FM est faite pour vous. Rejoignez l'animateur Daniel Leblanc pour ses critiques approfondies de films d'horreur de tout genre. Il parlera des films d'horreur les plus obscurs sans négliger les plus récentes sorties de notre genre cinématographique préféré. Vous aimez les top 10, les thématiques saisonnières, les critiques des pires navets de l'horreur et même les analyses des sacs de chips ou des ramen trop piquants? Abonnez-vous à Horreur FM dès maintenant. À la prochaine les tripeurs!
Demolition Man, les fameux 3 coquillages. Est-ce que t'es un fan? Ben oui, j'espère. Un film avant-gardiste, qui a quasiment prédit l'avenir. Ah, c'est tellement un... Écoute, Wesley Snipes, j'aime pas la personne de Wesley Snipes, mais dans Demolition Man, il joue un rôle, Sandra Bullock. En plus, moi, quand le film est sorti, j'aimais beaucoup Sandra Bullock. Avec raison, j'ai hâte de voir ce que Guillaume va en dire. Avec toutes les technologies qui sortent à toutes les 2 semaines, des fois j'ai l'impression de m'être fait congeler dans les années 90 puis de me réveiller 30 ans plus tard, comme Stallone dans Demolition Man. Ça tombe bien, puisque je voulais vous en parler de ce film-là. Demolition Man, c'est un film de 1993 mettant en vedette Sly dans sa période sci-fi. Est-ce qu'on peut dire Sly-fi? Wesley Snipes avant qu'il devienne Blade et Sandra Bullock dans un de ses premiers grands rôles. Dans le film, le personnage de Stallone, John Spartan, subtil comme une couille dans le potage, est un policier super endurci qui se fait cryogéniser à peu près en même temps que son némésis Simon Phoenix à cause d'une technicalité policière et parce que, il a tendance à foutre la merde partout. Et les deux se font décongeler 30 quelques années après, dans le futur. Nos 2 gredins découvrent un futur très différent que celui dans lequel ils ont grandi et dans le processus de recommencer leur chicane de vieux couple, ils finissent par démolir pas mal tout ce qui leur tombe sous la main, d'où le titre Kick-Ass qui nous a fait écouter le film au départ, Demolition Man. Avec un titre de même, j'espère que personne ne s'attendait à voir des gens parler calmement. Mais à part le fait que le film est un genre de testament à la culture suintante de testostérone et de l'attitude fuck it, fuck you puis fuck off des années 90, j'ai choisi de vous parler de ce film-là aujourd'hui parce que derrière son masque de film d'action cheesy et au-delà de la performance jouissive de Wesley Snipes, qui a tellement l'air d'avoir du fun, et du fait qu'on a tout fini le film avec un solide kick sur Sandra Bullock, je pense fermement que c'est un des films les plus prophétiques de l'histoire du cinéma. Le film, il est spot-on sur un paquet de choses qui, si ça s'est pas encore devenu une réalité, on est comme pas rendu super loin, t'sais. Le fait que le monde se touche plus à cause de la peur des virus, les appels vidéoconférences, l'interdiction de consommer n'importe quoi qui est pas bon pour la santé. Alcool, caféine, viande, sport de contact. Vous foutez de ma gueule. La culture de la censure qui vous pointe du doigt et vous punit si vous utilisez des mots qui ne sont pas approuvés par les âmes sensibles, le mouvement vegan, et par la bande des alternatives au bœuf dans les burgers, la réduflation dans les restaurants, le fait que Wesley Snipes allait faire de la prison, l'omniprésence suffocante de publicité dans nos vies, les voitures électriques qui se conduisent toutes seules, les implants biométriques, la carrière de Schwarzy en politique, la gentrification des fast-foods. Oui, je te regarde, Saint-Hubert, je te regarde. La division accrue des couches sociales entre une moitié du monde qui se déclare tellement politically correct que même leurs pets ne sentent pas insultants et l'autre moitié qui prend plaisir à être insultant et à vivre dans sa crasse, les vidéos tutoriels sur n'importe quoi, le sexe à distance, la mode rétro de parler encore et encore d'une culture qui a 30 ans comme si c'était la meilleure affaire au monde. Attends une minute, toi, là. Le seul point vraiment important qui n'est pas encore en train de se produire, c'est qu'on n'a pas inventé une alternative au bon vieux papier de toilette. Ah esti. Vous avez une amende. Ça continue, c'est pas compliqué, il va falloir que je fasse votre job. J'ai été commis, moi aussi. Vous saviez peut-être pas, mais le Super Club Vidéo Gore en 96, je suis le premier à avoir loué la cassette VHS de Scream à notre client Jean-Guy. Mais là, à cette heure qu'on est déménagé depuis le 3 novembre à Montréal, c'est comme si, je sais pas, moi, ma legacy était disparue, que je n'avais jamais existé. Allez voir les messages sur le répondeur! En 96, là, c'est de l'histoire ancienne, ça. Ah, mais c'était le bon temps des clubs vidéo, par exemple. Vrai, t'as un bon point. Bon, OK, on va écouter ça. Ouais, j'ai loué votre Blu-ray que vous parlez tout le temps, là. Celui de Sur la route de l'horreur. C'est vraiment bébé vos blagues là-dessus, là. Puis en passant, là, arrêtez donc de vous plaindre que vous êtes fatigué. C'est gossant. J'espère que ça sera pas de même pour la prochaine saison, en tout cas. C'est vrai que c'est bébé un peu, mais je suis d'accord quand... Rapetit petit peton, saute, saute, boing, boing, fais de jolis bons. Cornemuse, non? Non, ça me dit absolument rien. Too bad. Allons chercher les films. OK, les retours de la semaine. Oh! Steve! Oh! Candyman, mais pas Candyman original. Le remake de Candyman. Dites son nom. T'as-tu vu ça, Steve? J'ai vu ça. Ah ben? Moi, j'ai pas été game, mais j'aime trop l'original, ouais, avec Tony Todd, puis j'ai peur. Tu devrais... Candyman. Tu devrais y donner une chance. OK. Sincèrement,
l'année dernière, je me suis dit, je vais réécouter les Candyman, les 3 premiers, avant de me lancer dans celui-là. Et j'ai été agréablement surpris. OK. Puis donc, c'est pas woke, c'est pas. Ça dénature pas l'original. Non, pas vraiment. Bon. C'est vraiment un complément du film original. Jordan Peele, hein, qui a participé à ça, si Il je a ne produit Il a ça. produit. Fait qu'il a eu son mot à dire, mais c'était pas le réalisateur. Exactement. Parce que, il faut que je le dise, Jordan Peele, je suis vraiment pas un fan. Je le trouve prétentieux au bout. Je trouve que ses films, en tout cas, là, je commencerai pas à chier sur Jordan Peele parce que c'est pas de lui qu'on parle présentement, mais un peu. Hein? Je trouve que il pense trop que ses films sont intelligents, puis il veut qu'en les regardant, on dise maudit que c'est intelligent, ce film-là. Ça me gosse, man. Non, ça marche pas. Mais ça, par contre, ça m'intéresse. Mais j'ai pas été game jusqu'à maintenant. Mais bon, tu m'as presque convaincu quand même. Ouais, tu vas le voir. Je vais y aller, moi, dans la cave. Attention à ton dos, par exemple. Ouais, mais moi, j'ai des plus longs bras, j'ai pas besoin de descendre, comme toi. Hop là! Creepshow. On a des clients qui ont du goût quand même. C'est sûr qu'ils doivent fumer un peu, ces gens-là. On dirait que c'est sale. Creepshow 2, c'est mon préféré des Creepshow. Hein. Je pense que... Tu veux le 3e? J'ai pas vu le 3e, mais tu m'as dit que c'était exécrable. Je l'ai jamais vu. Martin arrête pas de me dire que c'est exécrable. Puis Martin qui est encore une fois un très bon client. Pas du Super Club Vidéo Gore, c'est le gérant, mais c'est un bon client de films d'horreur, dans le sens que des très mauvais films, il va dire « Ouais, mais il y avait telle affaire de bon là-dedans. » Il n'y a rien de bon à dire du 3. Le 2, est-ce que tu préfères le short film avec le radeau ou tu préfères le short film avec le Hitchhiker ou le short film avec Monsieur l'Indien de bois? Non. En fait, Monsieur l'Indien de bois, j'aime pas ce short film-là du tout. Pourquoi? Je sais pas, ça m'a tapé ses nerfs. Mais le radeau, par exemple, est vraiment... La jambe qui plie bord en bord, même, qui défonce, c'était bon le radeau, puis à la fin, moi je pensais qu'il avait réussi à se sauver. Je me rappelle plus de la fin. J'y ai cru. Il réussit à revenir. Il passe la nuit sur le radeau. Puis le matin, à l'aube, il réussit à plonger. Il nage jusqu'à l'auto. Puis il arrive au bord et le fameux genre de glu sort de l'eau qui est fait avec des sacs à vidange en passant. Je sais pas si tu savais. L'englobe puis il le ramène dans la rivière. Fait que, très, très bon choix, monsieur le client. Ou madame. OK. Allez voir, il y en a un dernier, mon chum. Ça vient difficile. On n'a plus l'âge d'être des commis. Non, on n'a plus l'âge parce qu'on était tout jeune quand ce film-là est sorti. Attends, mais ça, c'est-tu le remake? C'est le remake de 88, je crois. C'est-tu 88? 87, je pense. Quel bijou de film. À revoir maintenant. Si vous avez oublié ce film-là ou si vous ne l'avez jamais vu, la qualité des practical effects là-dedans, man. Puis le film, le scénario est excellent, là. C'est presque un film d'horreur des années 80 parfait, à mon avis, ça. Il n'y a vraiment rien qui est pas bon là-dedans. Il y a un petit peu d'écran vert, mais vraiment rien pour déranger, là. Chuck Russell a fait beaucoup d'autres films, je crois. À toi de me le dire. Je sais pas. Mais je sais qu'il y a Swanee Smith à l'intérieur. À l'intérieur. Du Blob, ben oui. À l'intérieur du Blob, il y a vrai. Swanee Smith, mais Swanee Smith que tout le monde se rappelle à cause du premier Décadence. Quand elle va dans les conventions, Swanee Smith elle est tout le temps là en tant qu'elle a joué dans ça. Je me trompe-tu? Elle a joué dans ça. Ouais, hey. À toi de me le dire, Steve. Moi, je te le dis, là, avec ces affaires-là, je suis vraiment pas le meilleur. Mais je peux dire que Blob, c'est un excellent choix. Puis, encore une fois, je le répète, il est facile à trouver de nos jours. Il est souvent disponible en location. Alors, mais tu sais, on a tout le droit de se tromper dans la vie parce que la semaine dernière, c'est quoi la niaiserie que tu as dit à propos d'agent Cody Banks? J'ai dit que Frankie Muniz avait joué dans Spy Kids. J'ai pas rapport. Il a joué dans Bien Pire. Il a joué dans l'agent Cody Banks. C'est le 3. Ah, pourquoi tu sais ça, man? Que j'ai des jeunes enfants. Et tu travailles dans un club vidéo. Donc, d'ailleurs, merci à tous nos clients qui ont visité le Super Club Vidéo Gore cette semaine. On vous rappelle, abonnez-vous. On est sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. C'est pas vrai. On est sur TikTok, par contre. Et on est sur YouTube. C'est là que vous nous regardez pour la vaste majorité. C'est quoi ça, Twitter? X, excusez. Ah! Oui. Ça, c'est avant, c'était des tweets. Maintenant, c'est des excréments quand vous écrivez quelque chose là-dessus. Puis on va être sur Twitch très bientôt. Donc, merci d'être là, comme à chaque semaine. Puis à la semaine prochaine.